Et on retourne à l'Apex pour ce week-end du 5 avril, après avoir fait un détour par Londres, puis par Mexico. On revient à l'Apex. Et une carte assez inégale au niveau des attentes. Il y a des combats que j'attends énormément. Et je vous avoue qu'il y a des combats, j'en ai un peu rien à secouer. Mais voilà, on va essayer de choper des informations à droite à gauche. C'est Carito Johnson pour le radar de l'UFC. Comme d'habitude, à la fin, je vous ferai un petit récap des prédictions et des pronostics. Je vais vous faire les analyses de tous les combats, de toute la carte, avec quelques prédictions, quelques pronostics. On va voir un peu ce que ça peut donner, ces rencontres. Je n'ai pas encore l'ordre définitif vraiment sûr des combats, donc je vais les livrer. Je pense être dans le bon ordre. Bon, après, c'est pas grave, c'est pas dans le bon ordre. Vous aurez quand même l'analyse des combats. J'espère qu'il n'y aura pas de changement d'ailleurs sur la carte. Et donc, on commence tout de suite avec le premier combat. Et on commence chez les poids pailles féminines. On commence mal, en fait. On commence mal, je vais pas vous mentir. C'est rare que je dise ça, mais là, voilà, des fois, ça arrive. Il y a des combats et des combattants, combattantes que vraiment, je doute, je doute. Je vois pas trop d'intérêt dans ces combats. Bon, voilà, là, c'est le cas. On commence par Demopoulos contre Alencar, la grecque contre la brésilienne. Deux, on va dire, soumetteuses, grappleuses. 36 ans d'un côté, 34 de l'autre, même allonge à peu près. Mais surtout, je suspecte quand même des fraudes des deux côtés, de pas avoir le niveau UFC. C'est assez dur. Demopoulos, je dis ça, mais elle est quand même déjà à l'UFC depuis 2021, déjà pas mal de combats, elle vient de la LFA. Et Alencar, ouais, elle vient entre guillemets d'arriver à l'UFC, mais déjà son arrivée, des doutes. Ensuite, elle vole Amanda, parce que honnêtement, elle perd le premier round et le troisième round. Et après, elle va avoir sa revanche contre Luciano. Luciano qui la ridiculise, elle affiche complet, quoi. Elle se marre, elle fait sa gueule, quoi, parce qu'Alencar, elle perd tous les rounds. Donc voilà, je pense qu'on va se diriger vers la sortie pour Alencar. Maintenant, est-ce que ça va être tout de suite ou pas? C'est-à-dire qu'il faut qu'elle passe Demopoulos. Ouais, ouais, ça va être compliqué. Alors, on va dire quoi? Demopoulos, ce qu'elle a pour elle, c'est qu'elle va être... elle va souvent se déplacer, elle a un bon menton, vraiment... je pense qu'elle va être durable au niveau du cardio et du menton. Au niveau de la mobilité, c'est bon, c'est là. Il n'y a pas de in and out. Elle va rentrer, essayer d'envoyer son bras arrière. Ses entrées sont lisibles. Donc là, Alencar va pouvoir la contrer là-dessus, parce qu'Alencar elle arrive quand même un peu à lire les entrées de ses adversaires. Quand même ça à mettre à son crédit. Elle fait Demopoulos, elle fait du espèce de shadow boxing. Tape dans le vide, quoi. Elle tape le vent. Elle rate ses high kicks quasiment tous. Elle ne s'adapte jamais à son adversaire, elle fait que se répéter. L'espèce des fois, elle va avancer en shiftant des gros swings, là, comme vous savez. Bon, ça, c'est pas super flamboyant à voir. Alors, ce qui est particulier, c'est que je trouve qu'elle a une lutte et un grappling en général offensif vraiment bof. Voilà, c'est pas extraordinaire. Mais voilà, c'est sa stratégie, de toute façon, sa défense. Au sol, ça va être armbar, et puis c'est tout. Il n'y a pas à chercher à avoir à travailler sur sa garde, à travailler le scramble et tout, armbar. Vous le voyez dans ses combats. Alors ce qui est assez rigolo, il y a quand même l'ironie dans tout ça, c'est que Amorim l'a fini au premier round avec un armbar. Voilà, c'est pour l'anecdote, je trouve ça très rigolo. Elle est vulnérable, Demopoulos au calf kick. Elle met trop de temps à recomposer, à se remettre à regagner sa posture. Les contres par la droite, ça c'est pareil, pas de défense là-dessus. Et les body shots. Bon, c'est vrai que les calf kicks, Alencar elle va en envoyer des gros, elle peut le faire. Cette attaque là, parce qu'elle peut blitz aussi, Alencar, elle peut blitz, donc arriver à profiter du mauvais timing d'Demopoulos qui tarde trop à se remettre, attaquer là-dessus. C'est possible, il y a des chemins pour Alencar là-dedans, donc elle peut envoyer des gros high kicks aussi, Alencar, mais elle en rate aussi, comme Demopoulos. Elle a l'air d'être quand même plus impactante Alencar debout, c'est sûr que Demopoulos. Je me demande si ça va au sol, c'est peut-être pour Demopoulos. Ouais, il y a des chances. Après Alencar, c'est limité. Bon, elle va rentrer. Elle essaie d'envoyer justement ce crochet du droit, qui pourrait poser problème à Demopoulos. Sinon, elle va rentrer, une frappe. Elle fait du in and out, on va dire. Donc ça, c'est plutôt bon de son côté. Et par contre, une fois qu'elle voit qu'elle a aucune solution, elle fait des frappes retournées. Mais on va pas se mentir, Alencar, c'est un striking hasardeux, une lutte hasardeuse, un cardio hasardeux. Tout est douteux, Ouais, elle va se manger les middle kicks, les front kicks et les calf kicks de Demopoulos. Peut-être au niveau du kicking, Demopoulos a quelque chose, une carte à jouer là-dessus. Je sais pas, moi sur le papier,
ni l'une ni l'autre, quoi. Si vraiment je dois choisir, je dirais Demopoulos, mais ouais, c'est vraiment sans aucune conviction, là, c'est sûr. Hein. On part chez les Bantams avec Victor Henry contre Falcao. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, Victor Henry il va presque avoir la 38 ans. Falcao, il a 32 ans, plus jeune donc. 38 ans chez les Bantams, ça commence à faire. Victor Henry dans la cage a tendance à cadrer, même s'il se fait frapper pendant qu'il cadre et qu'il avance. On voit des bons body shots. On verra le reste après, on va parler de Falcao. Falcao, alors, en général, ce qu'il fait, c'est que il va essayer de prendre le contrôle à la cage pour amener au sol, prendre le dos, prendre la monte, et voir un peu ce qu'il va faire derrière. Ce que j'aime bien chez Falcao, c'est ce crochet du gauche. Bon crochet du gauche qui va ensuite développer avec parfois rajouter des jabs derrière, des bons calf kicks, capable de faire de bonnes esquives. Parfois il envoie des crochets un peu trop larges, et alors ce qui est bizarre c'est qu'à partir du deuxième round on peut le voir fatigué, pas de défense, les mains basses, il compte seulement sur ses esquives je pense pour éviter les frappes. Mais il y a des choses qui vont jouer là dans ce match-up. Victor Henry, il a un kicking qui est ok. Falcao, il est sensible au calf. Mais c'est pas... ouais, je suis pas sûr que ce soit vraiment déterminant dans ce combat. Par contre, Falcao, voilà, il fait des compétitions de grappling très bon niveau. Ce qui est assez paradoxal parce qu'il rate des amenés au sol, parfois à un niveau voilà, très moyen. Mais faut pas sous-estimer son sol, son grappling en général. Ça peut jouer là-dessus parce que Victor Henry, lui, quand il va amener au sol, c'est généralement quand il attrape un kick ou quand il y a une phase de clinch. Il s'en sort plutôt bien dessus. Donc ça va être intéressant de voir toutes ces phases de lutte, comment ça se suit derrière. Tout comme Falcao, lui aussi, il a tendance, Henry, à prendre le dos, mais c'est beaucoup plus difficile de son côté. Il a du mal à avoir du succès là-dedans. Il faut savoir que Henry n'a aucune défaite par KO TKO, donc je pense vraiment que ça va se jouer sur du contrôle, sur du grappling. Mais voilà, alors, disons que debout, Falcao, il va être capable d'envoyer des directs en contre de calf kick. Donc même si il est sensible au calf kick, il va pouvoir envoyer une frappe directe derrière. Son bras arrière, ça peut être intéressant, voire même son bras avant. Henry, il est pas bon quand ça part en dirty. Là, je pense aussi que Falcao a une bonne carte à jouer. Falcao, avec ses esquives, il pourra éviter les tentatives d'Henry d'envoyer son bras arrière. Sont parfois un peu malheureuses. Ça va être bon, je pense, du côté de Falcao là pour tenir tête à Henry debout. Maintenant, en termes de grappe, ouais, comme j'ai dit, ça va sûrement être du côté de Falcao également, un léger avantage. On le voit dans son combat contre Jourdain, franchement, la façon dont il se fait soumettre, Henry, waouh, c'était téléphoné, quoi. Et vraiment, je questionne le fight IQ de Henry là-dessus. Je pense vraiment qu'il y a des bons arguments là du côté de Falcao. Je le vois vainqueur à 55% par soumission. On repart chez les poids pailles féminines avec ce combat, Luke Boonmee contre Nunes, un combat que je ne comprends pas. Là, le matchmaking, je ne comprends rien. Luke Boonmee qui part grande favorite, ça, je le comprends, effectivement. Pourquoi je dis ça? Bon, alors, vous connaissez, moi, mon point de vue sur Luke Boonmee, c'est, pour moi, sous-estimé, sous-coté. À mon avis, elle devrait affronter le top 15 cette année. Là, je ne comprends pas ce que c'est que cette histoire d'aller affronter Nunes. Nunes qui prend en plus là elle est dans une situation compliquée. Là, elle est à l'UFC depuis 2019. Seulement, elle a fait que 4 combats, c'est 4 défaites. Alors certes, sa dernière défaite, c'est cette blessure en 2023 contre Dudakova, qui depuis d'ailleurs Dudakova est sortie du roster UFC, où elle se retourne le coude sur une amenée au sol. C'est assez horrible. Donc voilà, elle a ce ring rust depuis 2023. Faut qu'elle soigne cette blessure, qu'elle revienne en forme. Elle devait affronter McCann à Londres, mais il y a eu un problème de visa. Du coup, là, elle accepte le short notice pour remplacer Carnelossi qui devait affronter Long Boonmee. Carnelossi, encore, j'aurais compris le match-up contre la Thaïlandaise, ça se tient. Là, je vois pas l'intérêt, parce que Nunes, elle joue sa place à l'UFC, alors que Long Boonmee devrait jouer sa place pour entrer dans le top 15. Donc on est carrément sur un gros écart, à mon avis, d'attente. Sur le papier, qu'est-ce qu'on a? On a Nunes qui a 32 ans, Luke Boonmee 29, 66 d'allonge pour Nunes, donc là c'est bien à son avantage, parce que Luke Boonmee, on le sait, elle est petite, elle n'a pas d'allonge. Luke Boonmee qui est gauchère, qui a la deuxième
plus grande précision de frappe de la catégorie. Faut voir depuis 2019, le Goumet, c'est quoi? Bon, alors 2 défaites, c'est Hill. On sait, Hill, c'est toujours un bourbier. Surtout à cette époque-là, c'était vraiment encore plus un bourbier. Et Gautinez, qui était vraiment dans une phase ascendante à cette époque-là. Beaucoup d'attentes sur Gautinez. Mais sinon, c'est 6 victoires. Et la dernière en date, c'est Bruna Brasil d'ailleurs. Alors on peut émettre des doutes sur tout ça, sur le Sherdog, autant que vous voulez. Le Goumet, elle a un kickboxing qui est efficace. On y va avec ce crochet du gauche en puniche qui est très solide. Elle arrive très bien à faire semblant d'envoyer son bras arrière pour envoyer un cross jab aussi, c'est intelligent. Elle a de bonnes combinaisons, elle a de l'impact dans ses frappes quand même. Le kicking est vraiment très varié. Là, il y a de tout. Elle a des espèces de déplacements discontinus dans la cage aussi qui sont très, très intéressants. Elle a une lutte correcte. Après, on voit qu'elle a beaucoup de décisions de victoires par décision. C'est aussi surtout parce qu'elle sait jouer au score en fait. Elle sait très bien rendre coup pour coup et rajouter une frappe. C'est-à-dire que tu m'envoies cette frappe-là, je t'envoie une frappe et je t'en rajoute une autre. Tu m'envoies 2 frappes, je t'en envoie 2 plus une autre. Donc elle sait très bien jouer sur le score aussi. Maintenant, dans ce match-up, je vois pas l'intérêt d'affronter Nunes qui est à 6-5 d'ailleurs en carrière. Ouais, j'ai du mal. Mais là, il y a quasiment aucune chance pour Nunes selon moi. Je suis sûr que Longboulmé va l'emporter à 75% par décision. Je vais pas m'attarder là-dessus. Et on y va, on part sur un combat chez les welterweight. C'est Macchi contre Fronza Tigano, qui est roumain et qui s'entraîne en Italie. Et Macchi en mauvaise situation là. Macchi là, est arrivé à l'UFC en 2020. 2 défaites contre Chimaev, puis après contre Morono. Il sort donc de l'UFC. Revient au Cage Warriors, il enchaîne encore les victoires, du coup il revient à l'UFC contre Lyosa à Paris, si je dis pas de bêtises. Très bon combat. On va y revenir. Malheureusement il perd. Ensuite il perd là récemment, c'était contre Njokuani. Donc voilà, le voilà de nouveau à 0-2 à l'UFC, sa deuxième session. Donc ça lui fait un 0-4 à l'UFC, dur. Et il doit jouer sa place, je pense, dans cette situation là. L'UFC va pas forcément le garder. Macchi, irlandais, comme j'ai dit, il vient du Cage Warriors, il est grand, il a une grande allonge. Et c'est assez particulier parce qu'on a vu contre Lyosa, incroyable, cette résilience et ce menton typique irlandais, très solide. On a cru qu'il était fini au 2e round, il revient en 3e round, il lui met une pression à Lyosa qui était perdu, qui voyait plus rien, et à mon avis, il flippait en fait un bon combat jusque-là et de le perdre au 3e round bêtement. Malheureusement, la décision va pour Lyosa et pas pour Macchi. Bon, ce qui peut se comprendre, c'était normal, tendu le combat. Mais derrière, le combat contre Njokuani, c'est l'inverse au 3e round. J'ai l'impression que c'est Macchi qui quitte le combat, qui est plus là. On le voit, en général, on l'a vu contre Burlinson et contre Lyosa, il va chercher l'impact quand même, Macchi, dans ses frappes, même s'il la trouve pas forcément. Mais contre Njokuani, 3e round, il y avait, même en général, le combat, j'ai l'impression qu'il manquait de conviction dans ce qu'il entreprenait, dans son striking notamment. Donc, je sais pas, c'est ça qui m'étonne. Je me dis, mais comment là prédire comment ça va se passer pour ce combat? Parce que, quelle version de Macchi on va avoir? Est-ce qu'il a vraiment cette motivation, cette rage en lui encore? Parce que là, il joue sa place quand même. Donc, c'est là où on va voir si vraiment il veut rester à l'UFC. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a ses chances contre Fronza. J'ai vu les cotes, je comprends pas trop. J'ai vu 2,60 pour Macchi, 1,54 pour Fronza. Fronza bien favori. Ouais, je sais pas. Alors Macchi, dans ce match-up, il aura encore l'avantage d'allonge, c'est souvent le cas, comme il a une grande allonge. Et Fronza en face, pour lui, tout ce que j'ai vu, c'est son combat au Contender Series. Franchement, il n'y a pas de quoi sauter au plafond, quoi. C'est son adversaire surtout qui était mauvais. Alors, mauvais. Non, ça va. Pendant 4 minutes, il était bon. Mais fin du 1er round, déjà, il était plus là, le mec. Aucun cardio, j'ai jamais vu ça. Enfin bref, vraiment aucun cardio. Donc, Fronza qui arrive forcément déterminé, il est vif. Mais bon, on voit que cette victoire-là, elle est un peu facile. J'ai envie de dire, il finit son adversaire, mais c'est normal. On va pas attendre moins que ça. Ce qui est bizarre, c'est que lui, des fois, il gère très mal la distance au niveau de ses frappes, de cette allonge-là qui lui fait défaut. Ça ressemble à une espèce de shadow moulinade, là, devant. Donc c'est un peu ridicule, je sais pas trop ce qu'il va entreprendre. Après, je fais pas je vais pas faire d'amalgame, il fait des shadow jabs, normal, ça c'est normal de faire des shadow jabs. Mais là, c'est vrai que des fois, il mouline un peu dans le vide. Il a vu que ce shadow jab, justement, pour envoyer son bras arrière, ça marchait bien.
Donc il va essayer de le répéter. Donc les schémas qui se répètent, moi j'aime pas trop ça. Ce qu'il y a dans le match-up de commun entre les deux combattants, c'est qu'ils aiment bien tous les deux chercher à rester dans cette box range, dans cette yellow zone. On a vu Maki le faire contre Burlinson et contre Njokuani. Et tous les deux, ils aiment bien envoyer des fronts, des front kicks. Ça, on l'a vu. Maki l'a envoyé, c'était peut-être surtout au premier round contre Losa, Wallhead. Contre Njokuani, c'est plutôt un middle, je crois, qu'on a pu voir au deuxième round. Il a envoyé d'ailleurs contre Wallhead aussi, Maki, des stop kicks. C'est marrant parce que Fonza, quand il les envoie quand même ses front kicks, il sait qu'il gère quand même mieux la distance là-dessus. Et ça, c'est très bien. À voir ce que ça va donner ici. Et ensuite, l'autre point commun, là c'est sûr, entre les deux, c'est ces calf kicks qu'ils envoient tous les deux, comme beaucoup de combattants, vous allez me dire. Et ils y sont assez vulnérables tous les deux. Même si Fonza, il peut les checker au début du premier round, mais après, comme souvent, quand les combattants checkent les calf kicks début de combat, après, au fur et à mesure du combat, ils oublient, peut-être ils sont sur autre chose, et ils ne les checkent plus. Voir comment ça va se développer dans le jeu de Maki et de Fonza d'ailleurs, dans l'entièreté du combat. Mais voilà, là où... Comment dire ça ? Sur quoi Fonza peut capitaliser ? Ses deux seules défaites, c'est par soumission, alors que Maki, ses soumissions, c'était quoi ? La dernière fois, c'était en 2020 2019, je sais plus. Ouais, donc ça date, c'est pas vraiment un soumetteur, Maki, donc c'est plutôt, je pense que ça va plutôt se passer debout. C'est vrai qu'en termes de lutte et de sol, c'est pas extraordinaire ni d'un côté ni de l'autre. Après, il y a qu'est-ce qu'il fait Maki ? Maki, il rate ses high kicks, en général. Vraiment, c'est toujours... la plupart du temps, c'est raté. Est-ce que Fonza peut capitaliser là-dessus ? Est-ce qu'il va être assez vif et réactif là-dessus pour en profiter ? Bon, je sais pas, parce qu'il n'y a pas tendance Maki après à envoyer des coups retournés si l'adversaire s'approche après. Donc ouais, pourquoi pas, mais bon, c'est rare qu'un combattant en profite. Donc il y a quoi ? Il y a les contres. Les contres, Maki, on a vu que Burlinson et Njokuani arrivaient à le contrer. Faut voir ce que va donner Fonza là-dessus. Mais c'est tout ce que je vois du côté de Fonza, je suis désolé, je vois pas vraiment, moi, favori sur le papier, et je vous dis, ça se joue, à mon avis, au mental de Maki, parce que Maki, dans ce match-up, il a des attaques en ligne précises, et notamment en contre de calf, remise après les calfs. Ça, on a vu que Fonza, tout ce qui est frappe en ligne directe, il se l'est mangé au deuxième round. Alors, Fonza, surtout, lui aussi, fin de premier round, et surtout après tout le deuxième round, il y avait plus de défense debout. Sa responsabilité défensive a été partie, je ne sais pas où, alors que c'était dingue. Premier round, le début du combat, mais il absorbait quasiment toutes les frappes dans sa garde. Il mettait bien ses mains devant, c'était propre, quoi. Ce qu'il proposait défensivement, c'était debout, c'était solide, quoi. Et bon, il a un peu le corps à découvert, On a vu qu'au niveau des body shots, son adversaire en profitait, mais après, ouais, c'est tout ça, les bras, ils n'étaient plus levés, c'était vraiment les poings étaient baissés, donc plus de défense. Et ça, il va en profiter, Maki, je pense qu'à partir du deuxième round, va envoyer donc ses attaques en ligne. En plus, il envoie de longues combis qui sont assez bonnes, et les bonnes combinaisons. Contre Wallhead, on l'a vu. Ce qu'il y a aussi, c'est que cet adversaire de Fonza en a envoyé certains, et essayé d'en envoyer, c'est ses uppercuts. Et les uppercuts, Maki, il en envoie envoyé contre Wallhead, on l'a vu. Il en envoie dans la poche. On l'a vu contre Njokuani. Il en envoie en contre. On l'a vu contre Losa et contre Njokuani. Et ça va faire mal à Fonza. Les body shots, donc comme j'en ai parlé, Maki en avait envoyé contre Losa, donc on sait qu'il peut en envoyer, il peut travailler dessus. Des espèces de synchro jab aussi, comme j'ai dit, tout ce qui est attaque en ligne de toute façon, voilà, Fonza, il risque, à partir du deuxième round, ça va être ouvert, et Maki pourra en profiter. Il y a aussi, alors autre problème, les assauts que Maki peut aller chercher après une rupture de contact. Et ça, pareil, Fonza, je pense que ça va être compliqué pour lui de se défendre là-dessus. Je sais pas, franchement. Franchement, je serais pas étonné qu'il y ait un KO de Maki au deuxième round. Je pense qu'il peut le faire. Franchement, il peut le faire dans ce match-up. Si je devais mettre une pièce, ce serait là-dessus. Maintenant, il est où le mental de Maki ? Si Maki a un mental solide et qu'il veut vraiment montrer qu'il a vraiment sa place à l'UFC, qu'il veut rester, ouais, là c'est bon. Sinon, oui, ok, je comprends pourquoi Fonza est favori. Si Maki il veut quit, il est pas là. Mais franchement, là, sur le papier, je vois Maki l'emporter. Juste,
sans cette donnée de son mental, de sa motivation. S'il est motivé, il emporte. Et on retourne chez les femmes avec un combat annoncé chez les flyweight avec Barbosa contre Belvita. Matchmaking intéressant, on va voir ça. Bon, de son côté, Barbosa, qui est brésilienne, genre, je suis pas trop suivi. En fait, elle s'est retirée du combat contre Jauregui à Mexico. Après, c'est Jauregui, qui s'est blessé. Elle revient donc là maintenant pour affronter Belvita. Ok, admettons. Belvita, de son côté, elle est roumaine, mais elle est dans une mauvaise situation à l'UFC. Là, c'est difficile. Elle est à 2-5 et elle est sur 2 défaites consécutives. Elle joue sa place, je pense, dans le roster, là. Elle risque de sauter. Alors, elle monte d'une catégorie, si j'ai bien compris. Ce qui est assez rigolo, parce qu'elle venait de perdre justement contre McCann, qui, elle, descendait de catégorie, donc chez Strawweight. À voir ce que ça donne. J'ai quand même des gros doutes. Même si, voilà, Belvita, elle a 28 ans, mais elle a 25 combats pro. Un truc comme ça va être son 25e. Alors qu'en face, Barbosa, elle a 4 ans de plus, 32 ans, mais ça va être seulement son 11e combat professionnel. Donc c'est intéressant à voir au niveau de l'expérience de chacune, même si je pense que Belvita, c'est pas du très haut niveau. Barbosa, qui est réputé pour avoir une ceinture noire de judo et de JJB, elle partait grande favorite contre Carrie Kate. On s'attendait à ce qu'elle fasse une soumission au premier round. Finalement, elle perd le 2e et le 3e round, selon moi, donc elle perd plus ou moins le combat. Ça va à la décision, elle emporte quand même la décision, ok. Et c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce que elle est très attendue. Là encore, c'est pour ça que matchmaking est intéressant. Elle repart grande favorite contre Belvita. Belvita qui vraiment a beaucoup de défaites par soumission. A une mauvaise défense de takedown, un mauvais sol. Défense, c'est pas là, quoi. C'est clair qu'en termes de grappling, ça va être difficile. Barbosa a largement l'avantage sur le papier dans ce domaine-là, mais on a vu contre Carrie Kate, elle a pas réussi à finaliser Barbosa, et c'est ça tout le problème, c'est que il y a des attentes, mais moi ce que j'ai vu, c'est que ces takedowns, ils sont téléphonés, ils sont souvent ratés. Le clinch, il est décent, mais sans plus. La menace de soumission, elle est là, la menace, mais c'est sans suite, quoi. J'ai l'impression qu'elle verrouille mal. Ouais, j'espère que des experts pourront confirmer ou pas, ou peut-être que je sais pas voir, mais donc, est-ce que Belvita pourrait s'en sortir? Et là, toute la question, alors Belvita, elle est roumaine, comme je l'ai dit, mais elle s'entraîne au Canada, en Ontario, et elle est, sensible, tout ce qui est crochet du droit. Barbosa a une bonne droite. Ça peut se jouer là-dessus, elle a d'autres qualités, mais qui vont pas jouer ici. Genre la défense au sol, je pense pas que Belvita aille chercher le sol du tout. Des bonnes combinaisons. Elle frappe puis elle ressort aussi. Barbosa, c'est bien, c'est efficace. Coup de retourné, bon high kick, tout ça. Bon, il y a plein de choses. Alors, debout, tout ça, ça semble très intéressant, mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure du combat, au fur et à mesure des rounds, ça se dégrade vraiment de manière visible, quoi. Le cardio, je trouve qu'il est douteux. Enfin, là, j'ai une grosse question dessus. Elle perd en responsabilité défensive, surtout au niveau des crochets qu'elle se mange. Elle perd en précision. Elle va faire du crawl, là. J'aime pas trop ça. Donc, là, ce que ça pourrait donner, oui, 60% Barbosa par soumission, voilà la prédiction, mais il n'y a aucune value dessus. Déjà que Barbosa, elle est grande favorite à 1,22. C'est trop risqué. Belvita, quelles sont ses chances? C'est difficile à dire, mais donc voilà, si elle joue sa place, qu'elle monte de 4, peut-être qu'elle va donner quelque chose de plus grand dans ce combat et que Barbosa, malgré toutes les attentes qu'on a sur ce premier round, où elle a pas réussi déjà dans son dernier combat à faire ce qu'on attendait d'elle, peut-être que en enchaînant Belvita, la rage au ventre sur le 2e, 3e round peut faire quelque chose. Donc ça reste du 60-40 pour Barbosa. Mais voilà, faut pas s'enflammer, faut pas non plus parier sa maison dessus, quoi. Retour chez les poids coqs avec cette fois-ci Davy Grant, l'ancien qui va affronter Daniel Santos. Alors Davy Grant, je dis l'ancien, mais il a 21 combats au compteur, pas tant que ça, parce qu'il a 39 ans. Et on le rappelle, encore une fois, 39 ans en bantam, ça quand même à faire, ça commence à dater. Davy Grant, donc, contre Daniel Santos. Santos, lui, il est à 11-2. Ou la longe, 69 pour Grant, 67 pour Santos. Alors Santos, lui, n'a jamais été fini.
Et ça fait 2 ans sans combattre, hein. Il se retire de son combat contre Daniel Marcos en 2023. On verra que Grant a affronté Marcos, lui. Puis contre Selinur Magomedov en 2024, donc ça fait 2 ans. Et puis en plus, sur son Sherdog, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup d'adversité. Son seul fait d'armes, c'est ce genou sur Castagneda. Tout ce que je peux noter déjà, c'est que les deux aiment bien se retrouver dans la zone jaune, box range. On a vu Grant à l'aise dans cette portée contre Taveras, là, récemment. Santos, lui, quand il se trouve en yellow zone, c'est pour envoyer ses high kicks et ses genoux. Et après, je trouve qu'il y a un striking qui est juste normal, un problème de fight IQ en lutte offensif aussi. C'est pas très bon pour moi, sur mes notes, du côté de Santos. Du côté de Grant, c'est bien meilleur. C'est vraiment l'archétype, en fait, du combattant âgé, mais bourbier, en fait, pour ses adversaires. Une bonne lecture, d'ailleurs, de ses adversaires, du côté de Grant. Excellent mouvement, une bonne mobilité, vraiment, il envoie du volume pour ensuite mettre la pression sur son adversaire. Un kicking très solide, des séries de crochets très variées, parfois même crochets isolés. C'est vraiment du bon travail qu'il fait là, justement. C'est pour ça qu'il est à l'aise dans cette box range. Il met vraiment du cœur à l'ouvrage tout le combat. Voilà, il va pas fatiguer au fur et à mesure. Au contraire, peut-être que ça peut même être considéré comme un diesel et de s'améliorer au fur et à mesure des rounds. C'est très impressionnant, je trouve. Parce que dès le début en fait du combat, on se dit le gars il a l'air quand même trop vieux pour ces conneries quoi. Et en fait à chaque fois, on voit que non, ça se déroule très bien au fur et à mesure du combat pour lui. L'impression que le premier round, c'est juste un round de chauffe en fait pour voir, pour tester, et ça se passe plutôt bien. Après bon, Grant n'a jamais été mis KO, mais il a déjà été soumis. J'ai des doutes sur le fait que Santos puisse le soumettre, voire même le mettre KO, donc il se peut que ça parte à la décision. Et c'est là où je vais avoir un problème, je vais vous avouer, parce que, pour moi, Davy Grant, il est sur 4 victoires consécutives. Et oui, vous allez voir son Sherdog, vous allez voir qu'il y a une défaite contre Marcos. Non, selon moi, il prend vraiment le 0 de Marcos. Il y a des fois, il y a des doutes, des fois c'est serré, des fois c'est des split décisions, mais là, je suis désolé. Contre Marcos, il n'y a aucune équivoque, aucune ambiguïté, il prend les 3 rounds contre Marcos. Je comprends même pas cette décision, vraiment, je vous avoue. Il prend le 0 de Marcos. Voilà. Donc, pour moi, c'est un problème au niveau des décisions, là, pour Grant, et encore pas tant que ça, parce qu'en fait, en général, à part ce combat, ça va, c'est quand même plutôt fair, plutôt juste. Donc, là, sur ce match-up, ouais, je vois Grant l'emporter à 70% par décision. Il va livrer encore une excellente prestation. J'ai confiance là-dessus. Aïe, 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 le voilà, le combat que j'attends le plus sur cette carte. Ah là 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 là. On parle de Gurulé contre Ode Osborne, on est chez les flyweight. Et beaucoup de choses à dire et en même temps pas grand chose à dire. Il y a une grosse hype de mon côté pour Gurulé, Louis Gurulé. Voilà, tellement d'attentes, un peu trop, un peu ridicule, vous allez rire si je vous dis que moi j'attends de Gurulé ce qu'il fasse dans sa catégorie. Ce que Jean Silva a fait dans la sienne. Oui, vous allez me dire Jean Silva fait partie des Fighting Nerds et pas Gurulé. Oui, bien sûr, je le sais. Trop d'attentes, je sais que c'est ridicule, mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'a impressionné. Franchement, son arrivée là, c'est son premier combat à l'UFC, j'attends tellement de lui, on va voir, et on va en parler. Gurulé, bon, vite fait, on va dire qu'il est invaincu, qu'il vient de Denver, mais on va parler de lui un peu plus tard. On va d'abord parler de son adversaire, Ode Osborne, que vous connaissez bien. Alors, ils ont à peu près le même âge, 31 ans pour Gurulé, 33 ans pour Osborne. Et au niveau de la longe, par contre, c'est pas du tout pareil. 64 pour Gurulé, 73 pour Osborne. Grande allonge. Il est gaucher, Osborne. Travaille généralement à box range. C'est un très solide contreur. Attention à ça. De très bons jabs. Il fait des feintes efficaces, mais sur des appuis fixes, en fait. C'est un petit problème, je trouve. C'est pas bon, ça, mais bon. Une bonne vivacité dans ses frappes. Enfin, dans le premier et deuxième round, en général, on le voit. Il a un bon sprawl, une bonne défense au sol, mais quand même laborieuse. On va pas, voilà. Tendance à donner son dos. Sur ses takedowns, je trouve vraiment sur ses amenés au sol, je sais pas, vous me direz, mais moi je trouve assez inégal. Des fois, voilà, c'est très bon, mais des fois c'est mauvais. Le troisième round, par contre, c'est pas son domaine, Osborne. Généralement, il est out. Il se fait punir parce qu'il n'y a pas de in and out, ça disparaît, tout ça. Donc c'est vraiment difficile pour lui à ce niveau-là. Du côté de Gurulé, Gurulé, pas grand-chose à dire. Je sais même pas si je vais rentrer vraiment dans les détails. Je
J'avais déjà parlé dans ma vidéo des prospects 2025, ça fait partie de celui que j'attends le plus, vraiment pour voir comment il progresse dans l'organisation. Selon moi, il a déjà le niveau top 20 des flyweights, mais voilà, c'est son premier combat, donc vous allez me dire, attendez, on va voir. Voilà, il arrive à l'UFC, on va voir son premier combat contre Osborne, très bon choix d'adversaire d'ailleurs, je trouve. Voilà, on lui met pas non plus une nouvelle recrue comme des fois ils font avec les nouvelles recrues, ils s'affrontent entre eux. Bon, là, Ode Osborne qui a déjà pris sa place à l'UFC, donc c'est très bien. Alors qu'est-ce qui se passe Gurulé, c'est le champion du Fury UFC. Tendance à n'avoir peur de rien. Il a quand même des patterns, hein. C'est là où le côté contreur de Osborne va pouvoir briller. Attention au jab de Osborne aussi au 3e round. Gurulé du mal avec ça, mais voilà, on va voir. Il faut savoir que donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'histoire autour de Gurulé? Gurulé, je vous le dis, déjà pour moi, il va battre Osborne sûrement au 2e round, il va le finir. 70% dessus, je montrerai un peu plus même. Il vient de combattre. Il apprend que son pote Royval, parce qu'ils vivent au même endroit tous les deux, ils s'entraînent sûrement ensemble, je ne sais pas ça par contre, mais en tout cas, voilà, ils se connaissent, ils sont potes, et Royval va affronter Tatsuro Taira en main event d'un Apex. Donc, du coup, il se rend sur place. À ce moment-là, donc, on le contacte, il manque quelqu'un pour la semaine des Contender Series. Donc, est-ce qu'il pourrait accepter le remplacement? Lui, bon voilà, qui a l'air prometteur, invaincu, champion du Fury. Bon, il y a une place à prendre, il va la prendre, sauf que le combat, c'est dans 4 jours. Donc, lui, il vient juste de combattre, il n'y a même pas 2 semaines avant. Ok, d'accord, bon, il le prend, de toute façon, c'est une occasion de rentrer dans l'UFC. Donc, même pas une semaine de short notice. Et il y va donc complètement hors de forme, pas du tout préparé. Et il livre une prestation de malade, quoi, punaise. Et du coup, Royval lui renvoie l'ascenseur, montre tout à fait entièrement son soutien. Donc voilà, à savoir, donc, on sait que Royval s'entraîne au Factory X Muay Thai dans le Colorado. C'est pas à Denver, c'est à Inglewood. Faut que je vérifie la zone géographique. Mais voilà. Et je sais pas si Gurulé lui aussi intègre ce Factory X Muay Thai, que je trouve vraiment être une gym là qui est prometteuse sur ces 2024-2025, il y a des bonnes choses. Donc voilà. Après cette prestation, moi je suis conquis. Le Gurulé, j'ai envie de le voir à l'UFC, j'ai envie de voir jusqu'où il va. Pour moi, il a le niveau top 20. Pour moi, il va battre Osborne. Voilà. Avant le 3e round, ce sera le premier, 2e round. Pas de doute pour moi, je suis hype, il me tarde ce combat. Et chez les hommes, en middleweight, on va voir Valentin contre Finet, et je vais passer aux aveux, voilà, des combats et des combattants, sur lesquels là, je n'ai pas assez d'informations pour vraiment être précis dans mon analyse, je m'en excuse. Alors, sur le papier, on a Valentin, qui est Robert Valentin, le Suisse, suivi par les francophones, qui a 10-4 en carrière, qui a perdu sa finale du TUF. Il a 30 ans, 77 d'allonge, en face Finet, 26 ans, 75,5 d'allonge. Ouais, ça se vaut. Qui est invaincu, Finet, 10-0. Et Finet, gros problème. Quand on voit son parcours et ses combats. 3 tentatives au Contender Series. Donc voilà, 3 victoires, mais ces 2 premières victoires, c'était des décisions et c'était pas probant. Donc il a fallu qu'il trouve un finish. Encore, il a eu de la chance parce que la saison dernière, il n'a pas eu son contrat après sa décision remportée. Du coup, il a de la chance qu'il y ait un désistement peut-être quelques semaines plus tard, donc il prend le short notice. Et là, il va chercher le finish. Il obtient le finish. Finet, il est petit, mais il est musclé. Et c'est pas pour cogner, c'est pour le grappling. C'est tout ce qu'il fait. Son jeu debout, c'est pour amener au sol, en double leg. Il n'y a pas trop de variété là-dessus, c'est du double leg. Il va insister. Il y avait des doutes sur son maintien au sol, parce que chaque fois l'adversaire se relève, faut qu'il ramène au sol, l'adversaire se relève, qu'il ramène au sol. C'est pour ça que même s'il gagne la décision, c'est pas intéressant pour l'UFC. Et il faisait vraiment des transitions qui étaient un peu trop hasardeuses, ce qui permettait justement que les adversaires se relèvent. Ça s'est amélioré dans son dernier combat. Est-ce que ça sera suffisant là? Est-ce que c'est vraiment définitivement bien réglé ce problème? Est-ce qu'il y a des risques sur ce combat? Alors qu'est-ce qu'il y a? Ouais, debout. Debout c'est juste amené au sol. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est très statique. Disons qu'il va sautiller 10 secondes, pas plus, au début du round. Il va travailler sur son overhand, qui peut envoyer de diverses manières, mais ça reste un overhand. Et après, sinon, il va faire des assauts ridicules sur ses adversaires.
histoire soit de se sortir lui quand il est dos à la cage, ou alors de se jeter sur l'adversaire pour l'amener contre la cage. Hein, et de ce clinch-là sortira une amenée au sol. Il n'a pas de défense debout à partir du 2e round déjà, donc c'est assez difficile. N'importe quel combattant en face, s'il a une bonne défense de lutte, arrivera très bien debout à partir du 2e round. Comment dire ça, à faire passer un mauvais quart d'heure à Finney. Hein. Je pense que là, certes, il est invaincu, mais je vois pas perdurer longtemps là-dessus. Valentin, une très bonne défense au sol. Hein. Il scramble, il va chercher les soumissions. À l'offensive, alors on l'a vu, espèce de chercher l'étranglement arrière, mais sans verrouiller. Non, là, tout ce qui va se passer debout, d'après peu d'informations que j'ai, comme je dis, je l'avoue, soit Finney va encore insister et l'emporter par la décision. La soumission, est-ce que c'est une possibilité sur Valentin qui peut perdre par soumission? Ouais, mais je trouve qu'il y a quand même une bonne défense. Je sais pas, est-ce qu'il n'y aurait pas de la value là au niveau de la cote sur Valentin déjà, parce qu'il part underdog? Pour moi, c'est serré, hein, comme beaucoup de combats sur cette carte. Il y a des pronostics qui vont être très serrés. Et je demande même si une pièce sur chaque underdog, au final, de toute la carte, ça vaudrait pas le coup d'en sortir dans le positif au final. C'est ça, la question, c'est est-ce que Finney lui-même peut se défendre sur une tentative de triangle ou de armbar de Valentin de manière défensive au sol? Il en est capable. Finney, je ne sais pas ce qu'il vaut dans ce domaine. Donc trop d'inconnus. Voilà. Je pense qu'il y a une value sur Valentin. Le pronostic, ça reste de base, vraiment entre grosses parenthèses, Finney par décision, voire peut-être par soumission, mais voilà. Et en plus, ouais, là, c'est un peu, voilà, hot take. J'ai du mal à comprendre des fois les placements des combats, parce que ce combat, il serait annoncé donc en début de main card. Ouais, on a quand même de belles choses qui nous attendent en carte préliminaire. Le Osborne contre Gurulé. Alors celui-là, si je suis bien, il est annoncé en main event de prélim. Donc ça encore, je pourrais comprendre. Mais on a quand même un Davy Grant contre Daniel Santos. Davy Grant qui peut livrer de belles prestations. Il mériterait quand même d'être limite en entrée de carte principale. Donc à la place de ce combat, même Rizmaki contre Fonzas peut être en début de carte principale. Luke Boonmee contre Nunes, ça nous ferait un combat en carte principale. Même en début de carte principale, un combat féminin. Ils ont mis les 3 combats féminins en carte préliminaire. Alors que celui-là, Luke Boonmee, qui pourrait faire une prestation, ouais, d'accord, elle va aller à la décision, donc on s'est dit, ça sert à rien. Bon, ok, d'accord. Mais ouais, non, Davy Grant ou Gurulé, à la place de Finney contre Valentin. Bon, ouais, allez, ok, admettons, entrée de carte principale. On verra, on aura peut-être des réponses d'ailleurs en voyant ce combat. Moi, j'aurai plus d'infos, je l'espère. Et on se dirige tranquillement vers ce Tavares contre Merchert. Les poids moyens, tous les deux, vous le savez. Ils sont connus, donc quand je dis vous savez, je pense que là vous connaissez quand même les deux gonzes. Tavares à l'UFC depuis 2010, un vétéran. Merchert, un vétéran aussi, on va pas... Tout le monde le connaît. Merchert, c'est 37-18 en carrière, ce qui nous fait, peut-être 55 combats, c'est ça? Ah ouais, quand même, hein. Et Tavares en face, 30 combats, il est à 20-10. Tavares s'entraîne à l'Extrême Couture, Merchert s'entraîne au Kickliff, FC. Ils ont tous les deux 37 ans, il faut savoir, c'est assez drôle, ils sont nés à peu près à 3 jours d'écart. Ils ont tous les deux 37 ans, donc voilà, assez âgés. 74 d'allonge pour Tavares, 77,5 pour Merchert. Merchert qui est gaucher. Alors, niveau du Sherdog, alors ils sont dans une mauvaise situation, mais ça date pas d'hier, tous les deux, là, ça fait 2-3 ans que ça devient difficile pour eux à l'UFC. Est-ce que le perdant va sortir de l'UFC? Je pense pas. Je sais pas. Est-ce qu'il va rejoindre la GFL? Non, je sais pas. Alors, du côté de Tavares, bon calf kick, des bonnes frappes en ligne, que ce soit isolé, en combinaison ou en contre. Des bons crochets, hein, qui envoient généralement... par contre, il manque de variation, surtout au niveau de ses cibles. Ça ressemble un peu assez limité. Problème avec les distances. Des problèmes avec, justement, quand je parle des distances, problème avec les jabs et l'allonge de ses adversaires, sachant que là, Merchert a une meilleure allonge. Problème avec les body shots. Problème avec ces bagarres en dirty dès le deuxième round. Acculé Tavares, pas bonne situation pour lui. On va avoir des doutes sur Tavares, c'est vrai que là, ça devient difficile, comme j'ai dit, pour les deux combattants, parce que Merchert aussi... Alors, oui, contre Shabazian, je donnais vainqueur, mais c'était un match-up très particulier et c'est vraiment très spécifique comme match-up pour Merchert quand il a battu Shabazian.
C'était tout à fait justement dans ses cordes, hein, cet adversaire. C'est pas le cas des autres adversaires qui l'ont battu, notamment sur un fait qui est assez dur pour Meerschaert, c'est qu'il a 2 rounds dans les pattes. Le 3e round, il est plus là. Il quitte même, c'est triste, c'est dommage. Alors qu'il avait des possibilités dans son dernier combat. S'il avait encore un round encore dans les pattes qui pouvait assurer le 3e, il aurait pu remporter le combat. C'est triste à voir, c'est triste à dire. Alors en plus, ce qui est dommageable de son côté, c'est que il cherche les contre-entrées au lieu d'esquiver. Ça, je comprends pas quand il est debout. Il y a des bons 1-2 en ligne, mais dès qu'il commence à fatiguer, il préfère envoyer des très larges crochets, hein, des swings. Alors c'est 1-2 en ligne. Est-ce que ça va marcher contre Tavares? Je sais pas, parce que Tavares, il faut savoir qu'il a des bons mouvements de tête quand même. Donc il risque de s'en sortir là-dessus, Tavares. Debout, bon, c'est comme j'ai envie de dire souvent, hein, dans le style de Meerschaert, debout, c'est plutôt l'avantage de son adversaire. Là, ça va être l'avantage de Tavares, je pense, même si on a vu que il y a beaucoup de choses qui vont pas du côté de Tavares. Et surtout, alors là, c'est ce qui est particulier, c'est en termes de grappling et de sol. Étant donné que Tavares a tendance à donner son dos, ce qui est pour moi très étrange, hein, dans son dernier combat contre Park. Je me demande si c'était pas un problème de fight IQ, parce que Park, certes il a eu une défaite juste avant le combat, mais avant ça, il était sur une série de 3 victoires par étranglement arrière. Alors donner son dos comme ça à Park, je me demandais qu'est-ce qu'il foutait. Après, il a aucune défaite par soumission, hein. Je pense que voilà, on l'a vu, il se défend bien. Mais est-ce que ça va être du niveau de Meerschaert? Je sais pas, parce que Meerschaert, lui, c'est un grand soumetteur, tout le monde le sait, tout le monde le connaît. C'est le chemin, je pense, de toute façon, de victoire pour Meerschaert ici. Encore une fois, chercher une soumission premier, 2e round, sachant que Tavares va lui donner sûrement son dos. Mais bon, voilà, on va pas se leurrer, là, quand même, on reste sur 50% Tavares par KO, 15% Tavares par décision et 35% Meerschaert par soumission. Mais voilà, pas plus, hein. Je pense que là, un petit rebond, une petite victoire pour Tavares, mais voilà, et la suite n'est pas forcément très ensoleillée. Et on y va avec ce combat, voilà, chez les poids lourds. Combat chez les poids lourds, tout le monde, a accusé le coup. Tout le monde sait que les poids lourds en ce moment, c'est pas ça. Mais bon, on va en avoir un là de combat chez les poids lourds. Et je vous avoue que celui-là, par exemple, j'ai pas d'attente dessus. Mais voilà, c'est plus par curiosité, voir où est-ce que chacun en est. Ça sera Njoku, qui est apparemment 15e, hein, dans la KT, contre Budé. Njoku a 14-5 en carrière, qui est nigérian, qui s'entraîne au Fortis MMA, qui est gaucher mais qui switch. En face, Budé, qui est slovaque, 14-2 en carrière. À peu près le même âge. Savoir que la longe est plutôt en faveur d'Njoku, hein, 83, alors que Budé est à 77. À la base, Budé devait affronter Kuniev, hein, il y a quelques temps, mais il s'est retiré du combat. Les deux ont un Sherdog douteux, je vais pas vous mentir. Quand on voit les victoires, on se dit que c'est pas forcément du haut niveau, alors que les défaites, voilà, moyen aussi. Ça va être difficile. Qu'est-ce qu'on peut dire dans la cage de bonnes choses, hein? Alors, les deux ont tendance à chercher à entrer vraiment en zone rouge, à acculer leur adversaire, mais ils aiment bien être vraiment très proches de leur adversaire pour frapper. Du côté de Budé, attention, hein, il n'aime pas trop les leg kicks, il n'aime pas trop les body shots, hein, parce qu'il se protège en général que la tête. Il envoie des bons uppercuts, donc ça peut être intéressant. On va voir comment Njoku va travailler, même si Njoku, de son côté, ouais, ça c'est... Alors lui, il envoie plutôt des front kicks, des high kicks. Et là où j'ai du mal, c'est que quand je dis qu'il cherche la red zone et acculé, c'est vrai qu'il fait pas de in and out, en fait. Il rentre, et puis il recule pas après. Il a ce problème, hein, pour moi, c'est qu'il ne contre pas les frappes, il y a quasiment pas de réaction. Alors si, à un moment, on le voit, hein, au fur et à mesure, fin du premier round, il peut envoyer cette droite en contre, mais généralement, il n'est pas réactif, quoi. Il contre pas. Il manque de précision depuis, là, ça fait des années, mais il s'améliore. Ah oui, je dis depuis des années. Il vient des light heavyweight, il a fait sa montée en poids lourd, c'est vrai que ça se passait pas très bien pour lui en light heavyweight, et puis après, moi je comprends un light heavyweight qui est pas à l'aise dans sa catégorie, qui a pas vraiment de bons résultats. Franchement, quand on voit la caté des poids lourds, allez, prends un petit peu de poids et tu montes, hein, là, le niveau top 25 light heavyweight, il est déjà au-dessus de tout ce qui est en dessous du top 10 heavyweight. Hein. C'est vrai que top 10 heavyweight, en dessous, il n'y a plus grand chose. Donc autant tenter sa chance.
Grand bien lui a pris. Donc, par contre, du coup, avec tout ce temps-là, il a le menton qui est affaibli quand même. Et on l'a vu dernièrement, alors, bizarre cette posture, d'avoir les bras ballants. Il est sensible au leg kick, il a des entrées qui sont assez lentes, donc il est vraiment vulnérable au contre. Lui aussi est vulnérable aux frappes au corps. On l'a vu plusieurs fois. C'est vrai que Njoku, j'ai des notes depuis tellement longtemps. Donc pas mal de notes sur lui. Il a un sol et une lutte correcte. Son système de défense debout, en fait, c'est juste il va faire un bounce back ou se baisser. Mais alors là, ce qui j'ai du mal avec Njoku, c'est qu'il ne sait pas finir son adversaire. Vraiment, quand on voit le combat contre Saint-Preux, c'est bon, t'as juste à le finir, le mec se donne, il n'y a plus rien à faire, et il suffit juste de le finir, il n'y arrive pas, il sait pas finir ses adversaires. Et le dernier en date, c'était Barnett. Pas le dernier combat en date, mais la dernière fois où vraiment j'ai noté ça, c'était contre Barnett, parce que Barnett, il se blesse tous. Alors, bon, bien sûr, hein, l'histoire, c'est que Njoku devait affronter Rogério de Lima, je crois, puis après, il devait affronter... C'était en plus sa montée, hein, un premier combat en heavyweight. Rogério de Lima qui se retire, du coup, je crois que c'était Justin Tafa, enfin, c'était un des Tafa qui devait faire le remplacement, qui lui aussi se retire. Donc, on a Barnett, dernière minute, qui prend le short notice, qui arrive tout dansant, hein, toujours de bonne humeur. Bon, au moment de la présentation de Buffer, le voilà qui se blesse tout seul. Et donc, il y avait juste pour Njoku, premier round, à le finir, le Barnett. Bon, bah, c'était dur, hein. Punaise, c'est dur. Il a vraiment du mal à finir ses adversaires, quoi. Alors qu'il y a juste à y aller et à taper, quoi. Ce qui est assez paradoxal avec quelqu'un qui aime être dans la red zone. Donc, voilà. Donc, sinon, sur ce match-up en particulier, du côté de Njoku, il va falloir qu'il travaille sur ses jabs. Hein. Ses jabs vont bien embêter Budé. Il fait du très bon travail sur ses jabs, Njoku, mais ça prend du temps, bien sûr. Alors, Njoku a tendance à rentrer, ensuite envoyer une droite, une overhand aussi. Il peut punir quand l'adversaire ne recule pas après une frappe, ce qu'il ne fait pas lui-même, avec une bonne série de crochets. Ça peut jouer, encore une fois, là, sur ce match-up, ça peut être très intéressant. C'est ses chemins de victoire. Du côté de Budé, ses chemins de victoire, ça va être... il a de très bonnes feintes. À voir comment il pourra tester la réaction de Njoku. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre pour lui, là? C'est que... Alors oui, il a un clinch offensif où il joue vraiment de sa puissance, de ses genoux, mais il se fait quand même facilement renverser. Donc ça va être testé, là, au niveau d'Njoku. Là où ça va être vraiment les gros arguments de Budé dans ce match-up, le Slovaque, il va pouvoir travailler sur ses check hooks. Là, les check hooks, il va pouvoir s'en donner à cœur joie contre Njoku. Il suffit juste, voilà, Njoku qui va rentrer, c'est des entrées tellement lentes, tellement téléphonées des fois que voilà, t'as juste le check hook qui pourrait le connecter et lui faire très mal. Ça vraiment, je l'attends là-dessus, Budé. Et aussi sur ses crochets du droit, hein, que ce soit en rupture ou en contre. Là, pareil, il y a de quoi faire contre Njoku. À voir comment ça va se passer, à voir comment ça va se passer au contact, à voir comment ça va se passer en clinch, en dirty, ou contre si ça va aller jusque-là, étant donné que les deux aiment aller vraiment au contact de l'adversaire. Je sais pas, franchement, au niveau de la prédiction, je dirais, vu comment se dessine un petit peu le parcours d'Njoku, qui a l'air vraiment en confiance, peut-être un peu trop d'ailleurs, je verrais légèrement favori, là. Vraiment, 55%. Mais voilà, c'est vraiment très léger. Budé a vraiment beaucoup de choses là dans son jeu qui pourraient lui permettre de finir même Njoku. Donc, à voir comment ça va se passer, ce combat. Mais, bon, ça n'a pas l'air folichon sur le papier, quoi. Et on part chez les Bantam. Bantam homme avec un combat très attendu, très intéressant. Là, ça va être vraiment quelque chose à ne pas rater. Le combat entre Romius et Changoli. Romius qui nous vient de Saint-Louis, qui est gaucher, qui avait déjà perdu contre Onama dans le circuit amateur. Onama, je dis ça parce qu'il fait partie du roster UFC désormais. Romius qui est à 9-3 actuellement, Changoli qui est à 10-1, qui lui est coréen. Ils ont à peu près le même âge et à peu près la même allonge. Alors là où est-ce que ça va être intéressant, c'est ce Romius, Romius qui est arrivé des Contender Series avec une hype mitigée, voilà, plus ou moins prometteur. On l'avait mis contre Bolanos et Bolanos a fait le travail. Bien sûr, c'était plus difficile que prévu pour Romius. Changoli, lui, il vient des Roto UFC. Il était parti underdog contre Long Xiao, qu'il a battu. Et alors c'est très intéressant pour plein de choses, c'est que Romius, après cette défaite contre Bolanos, pas sûr qu'il s'en sorte bien contre Changoli. Et le voilà, donc
Ce combattant qui nous vient des Contender Series, qui risque d'être mis à mal dans sa carrière et dans son arrivée à l'UFC, parce que s'il se retrouve avec 2 défaites consécutives, ça va être difficile pour lui. Alors l'avantage dans ce match-up, c'est que Romius a un excellent sprawl et Changoli a de mauvais takedowns. Hein. On va pas se mentir, même s'il a une bonne lutte en général. Changoli, il a une excellente défense au sol. Romius, lui, va avoir de bons middle kicks, des bons leg kicks, une bonne gauche, hein, un bon bras arrière, parce qu'il est gaucher, je le rappelle. Changoli, lui, va faire valoir ses genoux en contre-entrée, ses uppercuts dans la poche, et en clinch aussi, il est assez solide. Mais voilà, tous les deux, ils ont un cardio qui chute à moitié du 3e round. Ça peut... pas sûr que ça apporte plus préjudice à l'un qu'à l'autre, là, dans ce match-up, du coup. Changoli, on va avoir un style plutôt brouillon, on va dire, même si, voilà, c'est parce qu'il a tendance à faire surtout du... Il y a quand même un bon Muay Thai, on va pas se mentir. Et le Muay Thai, c'est un problème, hein. Pour Romius, on l'a vu contre Bolanos. Ça, ce style de combattant, ça lui pose problème. Il n'y a pas que ça qui va lui poser problème, hein. Cette dirty avec ses bons crochets du coréen, il est pas bon là-dessus, hein. Contre Imperato et contre Taveras, on l'a vu. Les assauts, le brawl, tout ça, c'est pas son truc, Romius. Il envoie pas beaucoup de volume en plus, Romius, hein. On l'a vu contre Bolanos. Il a une tendance à shift en avançant comme ça de manière vraiment pataude, hein, contre Imperato. Là, pareil, Changoli, ça va être à son avantage, puisque Changoli est plutôt frontal, hein. Il travaille pas sur les extérieurs, il reste vraiment en face, en règle générale. Donc, si Romius tente ce genre de choses, Lee va l'accueillir. On va passer à un point très très particulier de ce match-up, un point que je voudrais aborder, justement pour avoir les clés de compréhension. C'est un autre combattant qui n'est pas dans le roster UFC, qui s'appelle Zaou Pazi Dahermizi, qui avait donc fait combat dans le Road to UFC, qui a participé à la compétition et qui avait affronté Chang Ho Lee. Chang Ho Lee, donc, qui a battu ce combattant. Il faut savoir que Zaou Pazi, pardon, je suis en train de voir son prénom, Dahermizi, voilà, qui a affronté You aussi, hein, d'ailleurs. Hein, ça fait le pauvre, hein, ça fait 2 fois qu'il participe pour Road to UFC et qu'il perd. C'est dur, c'est dommage pour lui parce que c'est un très bon combattant. Je sais pas s'il va essayer de revenir encore une fois à l'UFC, il a 25 ans. Enfin bref, ce combattant, il switch. Donc, il peut se trouver en droitier, en gaucher, et a des arguments assez solides. Notamment, c'est un grand soumetteur, beaucoup de victoires par soumission. Vraiment, au niveau du JJB, tout ça, très solide là-dessus. C'est un excellent contreur au niveau de ses crochets. Et en fait, il faut savoir que Romius, de son côté, donc Changoli l'a battu. Hein. Il l'a battu en le finissant par Ground and Pound. Voilà, faut le savoir. Et bien Romius, lui, ce qu'on attend de lui, c'est que c'est un spécialiste de l'armbar. C'est-à-dire, sol défensif, hop, il va essayer de placer cette soumission. Mais ça, c'est des adversaires qui n'ont pas le niveau UFC. Là, à l'UFC, c'est bien plus dur pour lui. Et Romius est réputé aussi pour avoir des bons crochets en contre. Hein, c'est un réflexe, limite, chez lui. Et on a vu donc Changoli, pas de problème sur ce genre de combattant. On a vu contre Zaou Pazi, voilà. Il n'y a pas de danger, il peut le finir. Donc voilà, et en plus, sachant que Romius, je trouve qu'il manque un petit peu d'esquive. Des fois, il prend des coups qu'il aurait dû esquiver. Donc pour moi, il n'y a pas de doute, c'est le Coréen qui va l'emporter, mais voilà, il n'y a pas non plus, on n'est pas sur un 100%, bien sûr. Il a ses brouillons, Romius, peut-être qu'il va être un peu plus vénère, proposer d'autres choses. Mais je ne pense pas, malheureusement. Je pense que là, ça va être encore à l'avantage de Lee. Je pense que Lee a déjà affronté ce genre d'adversaire. Je pense que Lee, il a bien trop tardé à rentrer à l'UFC parce qu'il y a eu des reports pour son combat dans le Road to UFC. Et que là, je pense qu'il va envoyer ce qu'il faut. Il va être, de toute façon, je pense qu'il va être quand même assez sérieux. Et que Romius, on va douter un peu de sa place là à l'UFC, malheureusement. Alors que ça fera même pas un an qu'il y sera rentré. Et on arrive au Common Event attendu, bien sûr. Anderson Brito, prospect très intéressant, et Sabatini qui est bien connu du circuit, surtout du circuit de grappleur, parce que là, vraiment, gros grappleur. Je vais essayer de faire une analyse un peu froide. Donc, on est chez les featherweight. 34 ans Sabatini, 30 ans du côté de Brito, 110 d'allonge pour Sabatini, 112 pour Brito. Bon résultat du côté de Brito, on va pas se mentir. 17-4, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va dire donc clairement Sabatini, il est gaucher, tendance à switcher.
Niveau de l'historique qu'on peut avoir, c'est qu'il part favori contre Jackson et il se fait cueillir sur une entrée tête baissée par un front kick. En général, voilà, quand il veut chercher le double leg, qu'il va chercher à shooter, attention à ça, un front kick, une frappe un peu plus basse. S'il peut être lisible sur ses entrées là-dessus, sur ses tentatives. Il perd contre Diego Lopez, c'était à l'UFC 295 au Madison Square Garden. C'était un combat assez intéressant, là d'un coup, révélation du côté de Diego Lopez. C'est son 3e combat à l'UFC, c'est vrai qu'il est rentré avec une défaite, et là vraiment battre Sabatini comme ça au Madison Square Garden, c'était une bonne lumière mise sur lui, du coup Sabatini qui doit se refaire. Récemment, Sabatini, il part underdog contre Jonathan Pierce, et d'ailleurs, il le bat, et il évince Pierce du roster. Ouais, Pierce, vraiment, c'était pas un bon combat, là, du coup, qui était sur 2 défaites en plus. Alors, Sabatini, il switch beaucoup, donc, je l'ai dit, vraiment, il cherche beaucoup, trop, faut qu'il arrête ça, je sais pas. Il cherche l'angle, ça c'est bien, il cherche un angle un peu froid, d'ailleurs, dans cette façon d'être là, dans la cage, face à son adversaire, comme s'il avait une espèce de flow qui flottait, comme ça, au niveau de ses déplacements. Mais ça ne dupe personne, en fait, au contraire, il met trop de temps, c'est ce truc de se mettre en place, oh là là, je suis une vague dans l'octogone, c'est trop long, à recovery, debout, c'est trop long, c'est pas bon. Ses middle, en général, ils sont nuls, trop lents. Par contre, au niveau de ses kicks et de sa kick, là, c'est ok, là, il n'y a pas de souci là-dessus, vraiment, c'est bien. Il peut rentrer vraiment, on l'a vu contre Lopez, rentrer une excellente combinaison shiftée, là, j'étais vraiment impressionné par ça. Alors bien sûr, Sabatini, grand compétiteur de grappe, va mixer très bien ça avec le MMA, on va dire, puisque en général, il va, en lutte, frapper pour amener au sol, notamment en clinch, et au sol, il va alterner les frappes et les menaces de soumission, ce qui fait que l'adversaire va pas savoir quoi défendre forcément. Donc ça va là-dessus, encore, il marie bien son expérience en grappling avec les combats dans la cage. En face, Brito, il est nerveux, il est vicieux, il fait du in and out constant dans la cage, il amène beaucoup de volume, il est bondissant, il accule souvent ses adversaires, il met la pression dès la première seconde des rounds en fait, en général. Il cherche pas mal à placer son overhand, il le place, quand il le place, c'est du solide. Il a un brawl assez hasardeux, il est vif du début à la fin des combats, il y a des violents leg kicks, vraiment, si vous regardez ce combat contre Shore, vous en avez la preuve. Des bons jabs, excellente défense de clinch. Il renverse ses adversaires en général, mais là on est quand même contre Sabatini. À l'offensive, en clinch, il envoie des genoux et les amener au sol. Schéma à l'instar de Sabatini en face. Au sol, à l'offensive, il va chercher autant les soumissions que le ground and pound. Ça, c'est à noter. D'ailleurs, sur ces 17 victoires, c'est 7 KO TKO, 8 soumissions, et seulement 2 décisions. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas non plus se concentrer sur l'aspect debout de Brito et négliger ses talents au sol et en lutte. Donc ça va être très intéressant sur ce match-up de le mettre face à Sabatini, justement. Je trouve que c'est une excellente opposition là en tant que spectateur, pas forcément pour Brito, parce que toujours peut-être dangereux pour lui, mais nous, justement, d'avoir vraiment les réponses claires et nettes. Voilà, Sabatini, compétiteur de grappe, qu'est-ce que tu vaux face à ça? Ça va être intéressant au niveau des informations qu'on peut noter sur Brito après ce combat. Après, personnellement, contre Gomis, on sait que la décision a pu être controversée. Pour moi, c'est serré, de toute façon, donc a pu remporter la victoire. Ça pourrait aller d'un côté comme de l'autre. Pour moi, il n'y a pas de vol, quoi que ce soit. Si vraiment je me fie, moi, à mes notes, j'avais noté qu'il perd le premier round, Brito, c'est serré. Voilà, je vous le dis, c'est serré. Par contre, Brito remporte le deuxième round. Pour moi, j'ai pas de doute là-dessus. Et le troisième round est serré, je pourrais le donner à Brito. Donc voilà. Bref, sur ce match-up, déjà, je suis quasiment sûr à 90% que le combat finira au premier ou deuxième round. 30% Sabatini par soumission et 70% Brito. Voilà, 10% par décision pour Brito, le reste 60% avant la limite. Et on arrive déjà au main event de cette soirée chez les featherweight, très attendu entre Emmett et Murphy. Alors, très attendu, c'est très bizarre franchement, je vous avoue. Emmett qui n'a pas combattu du tout l'an dernier, alors qu'il était prêt à combattre, impossible de le booker, je ne sais pas pourquoi, je comprends pas, je m'explique pas ce qui s'est passé vraiment. Et Murphy,
C'est assez étrange, hein, ce combattant qui après sa dernière victoire, c'était au 308. Direct après la victoire, il y a interview dans la cage. On lui demande alors qui est-ce que tu veux combattre ensuite. Et tout de suite, vraiment automatiquement, il dit Emmett, Josh Emmett, vas-y. Alors après, il a un anglais, je vous avoue que l'accent anglais comme ça, puisqu'il vient de Manchester, là, vraiment, j'ai du mal à bien comprendre. Mais voilà, je veux Josh Emmett, let's come on man, let's do this. Et donc, du coup, bon, bah, Emmett accepte le call-out, hein, parce que Murphy, lui, forcément, il veut rentrer dans le top 10 par la suite, après avoir battu Ige. Parce que Murphy était 12e à ce moment-là, et Ige 14e. Murphy et Emmett, lui, il est 8e hein, de la catégorie de featherweight. Donc voilà, donc le combat se fait, ce sera un main event très intéressant, forcément, là, c'est du solide, forcément, des deux côtés. On va en parler, mais c'est vrai que juste déjà comment les choses se sont faites, vraiment pour le pauvre Emmett, pas de combat en 2024, ça doit être assez dur. Emmett, lui, vient de Sacramento, Team Alpha Male. À l'UFC depuis 2016, il a 40 ans, 7 ans de moins pour Murphy, 70 d'allonge, 73 pour Murphy, il y a quand même beaucoup d'atouts du côté de Murphy. Alors, c'est vrai que Emmett, je vous avoue qu'au niveau de mes notes, j'ai du mal à évaluer son sol et sa lutte. Ça va être un problème pour l'analyse. Après, qu'est-ce qu'on va dire du côté d'Emmett? Ben, il a un menton solide mais déclinant. Tous les deux, au niveau des deux combattants, ils ont un bon footwork, des bonnes feintes, et ils maîtrisent bien les distances. Ils sont assez accroupis et fléchis hein, sur leur position tous les deux. Je vais plus approfondir ça du côté de Murphy après. Tous les deux, alors, c'est vrai que souvent il y a des déchets dans leur frappe. Hein. Ça manque de précision sur pas mal de frappes. Tendance à frapper dans le vide, Emmett, et même si du côté de Murphy ça s'améliore, on l'a vu encore récemment, petit à petit ça s'améliore. Emmett, oui, le gros problème c'est ça, c'est que des fois il va avoir... alors, il maîtrise ses distances au niveau de ses déplacements, de ses placements, mais par contre au niveau de ses frappes, des fois il y a une mauvaise évaluation des distances, et en plus il se laisse emporter souvent par ses frappes. Après au niveau du cardio, pour les deux, normalement ça semble ok, Emmett a l'habitude hein, des 5 rounds. Murphy, on l'a vu, effectivement, il a un très bon cardio. Par contre, voilà, est-ce que... Il peut tenir 5 rounds Emmett, mais ça décline quand même au fur et à mesure du combat. Ça se voit, quoi, c'est visible. Qu'est-ce qu'on peut dire donc du coup du côté d'Emmett? On va finir ça. Donc ça manque de contre sur les kicks. Je trouve qu'il devrait quand même penser à bien contrer les kicks adverses. Surtout dans ce match-up, hein, Murphy il envoie quand même pas mal de kicks en général. Il manque de vivacité Emmett. Il est un peu long à recomposer également debout, le recovery est un peu long. Ouais, je commence à avoir vraiment du mal avec Emmett à l'heure actuelle. Là en 2025, voir ce que ça va donner, c'est difficile d'estimer. Il a 19-4 en carrière, ce qui est vraiment un bon palmarès. Il n'est pas dans le top 10 pour rien Emmett, hein, faut pas non plus l'enterrer trop vite. Donc Murphy, comme j'ai dit, qui vient de Manchester. Sur son Sherdog, effectivement, on peut voir, hein, il a 15-0 en carrière. Des KO et des décisions, 7 KO, 8 décisions. Mais aucun KO, hein, aucune victoire par KO depuis 2021 quand même. Donc ça devient plus difficile pour lui de finir ses adversaires. Alors que je parlais du footwork des deux combattants ici. Le footwork de Murphy est incroyable. Vraiment, quand on le voit combattre, c'est vraiment bluffant, quoi. C'est fantastique ce qu'il arrive à faire, tant au niveau des distances qu'au niveau de ses appuis. Et je pense que c'est aussi là que vient son KO power et sa force sur l'impact dans ses frappes, c'est la gestion de ses appuis. Il ne recule pas en ligne en plus. Enfin, vraiment, il y a des niveaux du footwork, c'est très propre. Il arrive très bien à gérer ses placements, déplacements, ses appuis, ses distances. C'est vraiment fou, quoi. Il est toujours alerte. On sent que justement, au niveau de cette gestion hein, d'espace, il a besoin d'espace hein, dans la cage. Là, ça sera à l'Apex, ça sera une cage un peu plus petite, mais vraiment dans une grande cage, on voit qu'il est vraiment... C'est ce qu'il lui faut quoi, pour s'exprimer. Ensuite, je trouve qu'il manque de variété quand même dans son pied-point. Alors, il a un bon cardio, ça je l'ai dit. Il est vulnérable hein, quand il switch de stance. Des fois, on le voit un switch et c'est un moment de vulnérabilité de son côté. Pas à l'aise quand il se fait assaillir, hein, les blitz, ça, il a du mal avec ça. Je sais plus si c'était Koulibaly, hein, on avait pu le voir déjà. Donc ça date. C'est quelque chose qui reste. Alors là aussi encore, hein, c'est un truc qui date et qui reste hein, de combat après combat. Il a tendance à partir en clinch quand il n'a pas de solution debout, et ça lui arrive. Quand l'adversaire avance tête baissée ou qu'il baisse trop la tête, il arrive à le punir très bien ça, donc il faudra faire attention pour émettre là-dessus.
Il a de très très méchants et très solides coups au contact. Quand c'est là, ça peut faire très mal. Et au niveau de la lutte et du sol, du côté de Murphy, ce qu'on peut dire, c'est que oui, il n'a aucune victoire par soumission, c'est vrai. Par contre, il a un très bon niveau en grappling. C'est quelque chose qu'à chaque fois on peut remettre sur la table et se dire ouais, mais non, il faut pas fermer les yeux là-dessus. Il a un très bon niveau en grappling. Il a un solide grand and pound d'ailleurs. Donc je pense que c'est pour ça il va tenter des fois sa chance en clinch à chercher les amener au sol. Il cherche les amener au sol, il les trouve en plus. Donc c'est très intéressant. Mais voilà, donc dans ce match-up, beaucoup plus à l'avantage de Murphy. Déjà, oui, je pense que sur le grappling, comme je l'ai dit, il y a un avantage. Mais aussi ses coups de contact, je pense que ces phases où ça va se passer, ils vont rentrer vraiment l'un dans l'autre, là, ça va être les coups de Murphy qui vont pouvoir parler. Mais on a vu beaucoup de choses qui ne vont pas du côté de Murphy, et notamment Ige avec ce slip encounter lui a fait très mal. Je ne pense pas qu'Emmett en soit capable, mais c'est en fait toute la question qui se pose pour moi ici, c'est quels sont, et j'espère, comment dire ça, j'espère qu'il y aura des gens pour me répondre et voir, j'irai voir un peu les informations, pêcher les informations à droite à gauche là-dessus. Mais c'est vrai que la façon dont Ige met knockdown Murphy sur ce premier round, est-ce qu'il n'y a pas des similitudes avec la façon dont Emmett a éteint Mitchell? Ça, c'est quelque chose qui me tracasse. Il y a une possibilité forcément de victoire du côté d'Emmett. Je donne Emmett à 40%. Je vois vraiment Murphy, je pense à 60%, mais maximum, je pense pas plus, même avant la limite. Mais voilà, c'est marrant de voir effectivement ce Emmett qui finit Mitchell comme ça et de ne pas le voir combattre pendant toute une année après. C'était en 2023 le combat contre Mitchell. Alors est-ce que l'UFC voulait le punir, genre mais attends, nous on voulait le faire monter Mitchell, pourquoi tu l'éteins comme ça? Non, je rigole, mais c'est vrai que c'est dommage. Et du côté de Murphy, ce dernier combat, j'ai du mal là, au niveau du score parce que c'est serré au niveau du troisième round. Moi je le donnais à Ige, et donc je voyais Ige emporter et prendre le 0 de Murphy. Mais voilà, je vais pas forcément contester la décision, parler de vol ou quoi. Mais c'est vrai que j'ai des doutes là-dessus. Ige a fait encore une très très bonne performance. Même si, encore une fois, lui aussi a des failles. Je vois quand même Murphy un niveau au-dessus, là. Même debout, je vois un Emmett vieillissant, je l'avoue. Donc ouais, voilà, mes pronostics, donc je vous les ai donnés. Et donc voilà, donc pour résumer, ça nous donne Demopoulos, ouais. C'est difficile de se décider pour avoir une prédiction là-dessus. Contre Alain Carr, 2 mauvaises combattantes selon moi, donc voilà, rien de fiable là-dessus au niveau de la prédiction. Falcao, je le vois battre là. Tout à fait ses chances contre Victor Henry selon moi, par soumission peut-être, à voir, c'est pas sûr. Lungbunme, je la vois, de toute façon elle va l'emporter, il y a Nunes, elle a vraiment pas du tout le calibre, là, elle a pas du tout le même niveau que Lungbunme. Ce sera sûrement par décision, mais il y a d'autres possibilités, d'autres chemins pour Lungbunme, je pense que ce sera quand même par décision. Maki a toutes ses chances contre Fonza selon moi. Barbosa, par soumission, c'est ce qui est attendu, contre Belbita. Grant va l'emporter, sûrement par décision, je vois pas placer un finish là dans cet affrontement. Gurulé, Gurulé sera avant la limite. J'aimerais le voir, vraiment voir avec un beau finish. Là, alors là c'est plus dur celui-là. Alors celui-là, j'ai vraiment pas du tout foi en finé quoi. Vraiment, c'est les grosses parenthèses. Là, s'il l'emporte, ça sera sûrement par décision. Je pense que Valentin peut lui donner du fil à retordre. Ensuite, Tavares contre Merchert. Désolé Merchert, mais là c'est vrai que ça va être difficile pour toi. Ça va être difficile ce combat. Nzechukwu, ça devrait le faire contre Budé. De pas grand chose. En fait, ça dépend de comment Nzechukwu aborde ce combat et comment Budé lui aussi arrive dans la cage. J'ai aucune idée là-dessus. Mais de base, on va dire Nzechukwu l'emporte. Lee, Lee, parce que Romius en plus, c'est vrai que ce qui est compliqué du côté de Romius, c'est tout son historique, voir ce qui se passe dans la cage. Lee, par contre, il a prouvé que ce type de combattant, comme je dis par la prédiction, c'est tout à fait dans ses cordes. Donc oui, je vois Romius l'emporter. Brito avant la limite, je pense que c'est jouable. Murphy avant la limite. Et attention, je dis pas Murphy forcément par KO TKO, comme je l'analyse. Et ça peut se jouer aussi sur du grappe. Il peut chercher une soumission, pas forcément du grand and pound. Je suis curieux de voir ça. Et Emmett, je l'ai dit, il y a un chemin pour lui.
On a vu des limites dans le jeu de Murphy. En plus, il y a bien le temps de se préparer, Emmett. Donc, il peut proposer quelque chose et faire créer la surprise là sur cette soirée. Ouais, Brito. Brito, c'est plutôt sûr, hein, parce que Sabatini trop lent, en fait. Trop lent sur pas mal de phases, et Brito trop nerveux, trop vif, trop vicieux. Il va pas laisser le temps, à chaque fois, Sabatini d'armer ses frappes, faire ses mouvements. Par contre, au niveau du challenge, donc si on veut être sérieux, alors, pour être sérieux, le challenge, c'est simple, c'est Gurulé. Voilà, ça c'est sûr, la cote elle est bonne. Les cotes de Brito et de Logbounmé sont pas top, donc peut-être le combiner. Ça peut être intéressant pour un peu de value dessus. Et ensuite, l'underdog de la semaine, ce sera Grant, pour moi, c'est sûr. Mais voilà, ça c'est le côté sérieux pour beat the books, mais si on veut être un peu plus joueur, un peu plus gourmand, il y a d'autres choses, il y a d'autres choses. Au niveau des underdogs cette semaine, il y a de quoi faire. Franchement, pour moi, déjà Falcao, Maki et Grant, je les donne vainqueurs de base. Donc voir qu'ils sont underdogs, ça vaut le coup de mettre une pièce dessus. Après, ceux qui ont des chemins de victoire, mais voilà, faut voir avec les cotes. Ça serait Budé et Valentin. Voilà, parce qu'il y a encore des zones de flou, des zones d'inconnu. Et puis, j'ai pas vraiment confiance en leur adversaire, donc ça peut se tenter au niveau des underdogs. Gurulé, c'est sûr. Gurulé, donc, avant la limite. Tavares, je pense que ça peut le faire avant la limite. Je pense pas que ce Merchert puisse résister jusqu'à la décision. Brito avant la limite, comme je l'ai dit. Et Grant, ce sera par décision, selon moi. Maintenant, pour combiner, donc, Gurulé plus Lee. Déjà, on passe au-dessus de 2, donc c'est bien. Parce que Lee, je pense qu'aussi, il a ses chances. Grant tout seul, ouais, en fait, le problème, c'est que Logbounmé avec Brito, comme ils n'ont pas de value chacun, autant les caler avec Grant, comme ça, si Grant y passe, voilà. Et Logbounmé, donc après les favoris de la soirée, les mettre ensemble sur le combiné. Donc Logbounmé, Brito, Murphy, Gurulé et Lee, pour moi, c'est les bons favoris. Voilà, ça, ce serait vraiment le côté gourmand. Mais je rappelle que le côté sérieux, ça reste, voilà, Gurulé, Logbounmé, Brito et l'underdog Grant. Voilà pour moi, donc voilà, on va voir il y a des choses que j'attends, comme vous avez pu l'entendre sur cette carte, c'est très intéressant, et d'autres que j'attends pas du tout. Du combat, j'ai pas envie de voir, mais bon, voilà, c'est très inégal, c'est marrant. Et voilà, on se retrouvera après pour le prochain UFC qui sera un numéroté, bien sûr.